Alors ça va finir comme ça. Vous voulez y aller à fond? D'accord. Spider-Man Brand New Day est enfin sorti, regorgeant d'une quantité impressionnante de easter eggs, de références au MCU, d'hommages aux comics, de clins d'œil amusants et bien plus encore. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Après les événements de Spider-Man No Way Home, un nouveau chapitre de la vie de Peter Parker s'ouvre. Plus personne ne se souvient de son identité et il opère désormais en grande partie en solitaire. Toutefois, une nouvelle menace surgit pour bouleverser totalement sa situation, s'accompagnant de changements majeurs concernant ses pouvoirs. Si le film regorge de personnages et de concepts passionnants, il reste avant tout centré sur les personnages, tout en multipliant les liens avec le MCU, des clins d'œil aux comics originaux et autres références captivantes. Il ne fait aucun doute que le film est conçu pour récompenser les visionnages répétés, grâce à ses nombreuses références pointues et ses clins d'œil amusants en arrière-plan, tout en proposant des rappels plus directs qui relient l'ensemble du parcours de Spider-Man dans le MCU, ainsi que quelques allusions à ses homologues tisseurs d'autres univers. Ceci étant dit, voici les principaux easter eggs, références à l'univers Marvel, liens, clins d'œil aux comics, connexions amusantes et caméos marquants que nous avons relevés, même si nous en avons certainement laissé échapper quelques-uns. Et si tu en as vu un qui n'est pas dans cette liste, n'hésite pas à nous le partager dans les commentaires. Le générique d'ouverture de Marvel Studios présente des scènes tirées des précédents films Spider-Man du MCU, mettant principalement en avant les proches de Peter Parker, Ned et MJ, apparaissant aux côtés de Peter avant que celui-ci ne disparaisse tragiquement de chaque scène, illustrant ainsi le fait qu'ils l'ont oublié. L'appartement de Peter Parker comporte un tableau et une carte présentant les affaires en cours ainsi que les criminels qu'il traque à travers New York, parmi lesquels figurent des ennemis majeurs tels que Scorpion et Tombstone. Peter conserve la lettre qu'il s'apprêtait à lire à MJ dans le même gobelet de café que celui qu'il avait commandé lorsqu'il a choisi de ne pas révéler son identité à la fin de No Way Home. Le pseudo de Ned sur les réseaux sociaux est Grateful Ned 42. Si l'on y trouve évidemment un jeu de mots faisant référence au groupe The Grateful Dead, le nombre 42 y figure également, un clin d'œil potentiel à l'araignée qui a mordu Miles Morales, laquelle portait ce même numéro. On voit Peter perché en hauteur, la tête en bas, accroché à la face inférieure d'une poutre, à l'instar de Miles Morales et Gwen Stacy dans la scène d'ouverture de Across the Spider-Verse. L'inspectrice Jean DeWolf fait ses débuts dans le MCU, allié majeur de Spider-Man dans les comics. Lors du montage d'ouverture qui montre les divers exploits héroïques de Spider-Man à New York, alors que ses amis étudient au MIT, on apprend qu'il a contribué à faire tomber le gang Manfredi, une faction de la Magia dirigée par Silvio Silverman Manfredi, une version de Silverman issue d'un univers alternatif des années 30 et récemment apparue dans la série en live-action Spider-Noir, sous les traits de Brendan Gleeson. Alors que Peter achète des fleurs dans une épicerie de quartier, on remarque un placement de produits stratégiques pour Takis et Liquid 4, deux marques ayant mené d'importantes campagnes promotionnelles en lien avec Spider-Man ces derniers mois. Béro, la marque de bière sans alcool de Tom Holland, est également présente. On découvre aussi que Peter Parker commande souvent des pizzas Little Caesar. On peut apercevoir une figurine Lego de l'empereur Palpatine sur le bureau de Peter. Il s'agit de la même figurine qui appartenait à la maquette Lego de l'étoile de la mort de Ned, vue pour la première fois dans Spider-Man Homecoming. Et c'est l'un des rares biens qui lui restait à la fin de No Way Home. Lors de sa conversation téléphonique avec DeWolf, on comprend que Spider-Man est à la poursuite d'un criminel nommé Foswell. Dans les comics, Frederick Foswell était un important parrain de la pègre new-yorkaise, connu sous le nom de Big Man. Le film propose quelques excellentes séquences en vue subjective montrant Peter Parker se balancer au bout de ses toiles, rappelant ainsi des scènes similaires vues dans les films The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Le fait que le costume de Holland ait été délibérément inspiré de ceux portés par Garfield et Tobey Maguire y contribue également. En sautant du haut d'un immeuble pour intercepter un véhicule blindé hors de contrôle, difficile de ne pas penser à la plongée similaire effectuée par Miles Morales dans Spider-Man New Generation. Alors qu'il tente d'arrêter le char d'assaut, Spider-Man percute un bus touristique. Le guide venait tout juste d'expliquer que la rue où il se trouvait avait été entièrement reconstruite après la bataille de New York de 2012, telle qu'on la voit dans le film Avengers. Lorsqu'il perçoit des menaces imminentes, un nouveau son spécifique semble accompagner le déclenchement du sens d'araignée. Il s'agit d'un procédé classique déjà présent dans plusieurs incarnations précédentes du tisseur à l'écran. Frank Castle fait ses débuts dans Brand New Day en percutant Spider-Man avec son Battle Van noir, son moyen de transport classique et lourdement armé issu des comics. Peter et Frank se disputent régulièrement au sujet d'un événement survenu à Staten Island, Spider-Man affirmant notamment avoir sauvé la vie du Punisher. Apparemment, c'est le nouvel équivalent du Budapest pour le MCU.
Lors d'une rencontre avec Yelena Belova, cette dernière mentionne l'existence d'images assez explicites de Spider-Man en ligne. Parmi elles, une image que Peter a apparemment vue et qu'il ne peut plus oublier, qui le montre aux côtés de diversions différentes du Mysterio de Far From Home. Bien qu'elle soit prête à aider Spider-Man dans une certaine mesure, Yelena précise que les New Avengers s'occupent des affaires de gros calibre, tandis que le tisseur new-yorkais gère plutôt des dossiers de moindre envergure. Et effectivement, les événements à venir dans Avengers Doomsday verront Yelena et son équipe affronter des menaces d'une toute autre ampleur. Spider-Man voulait savoir si le contrôle mental dont il venait d'être témoin pouvait être lié à la Red Room. Ce programme d'entraînement soviétique impitoyable destiné à former des assassins soumis au lavage de cerveau et au contrôle mental et qui occupait une place centrale dans le film Black Widow, marquant la première apparition de Yelena. Yelena dit que cette nouvelle forme de contrôle mental lui rappelle davantage le Leshy, un esprit malveillant de la mythologie slave apparenté aux fées, capable de se déguiser et de tromper les voyageurs. Spider-Man est identifié comme un individu amélioré lorsqu'il est scanné par le Damage Control. Il s'agit du terme classique désignant tout type de personne dotée de super pouvoirs apparu pour la première fois dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Bill Metzger est révélé comme étant le directeur du Damage Control. Dans les comics, Metzger dirigeait un groupe anti-mutant, ce qui prend tout son sens à la fin du film. Il est également révélé que des membres du clan de ninja connu sous le nom de la Main travaillent désormais pour Metzger. Ce dernier explique qu'il ne leur manquait qu'une direction. Ce point fait le lien avec le rôle de la Main dans les séries Marvel de Netflix, le clan ayant effectivement perdu une grande partie de ses dirigeants après les événements de The Defenders. Alors qu'il assiste à une fête dans l'appartement de Ned et MJ, Peter découvre un Chewbacca en Lego dans la chambre de Ned, provenant très probablement du même set Étoile de la Mort. On peut voir diverses photos de Spider-Man et de suspects potentiels sur le tableau accroché dans la chambre de Ned, notamment une note se demandant si les apparitions de Spider-Man en Europe suggèrent qu'il pourrait être britannique, un clin d'œil amusant à l'acteur Tom Holland lui-même. Lorsque Ned montre à Peter son application Spider Tracker, la sonnerie électronique reprend le thème original de Spider-Man. Cela rappelle la sonnerie du Spider-Man d'Andrew Garfield, entendue au début de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, lors de la course-poursuite avec le fourgon blindé. En se faisant appeler Maynard, il est évident que le premier prénom qui est venu à l'esprit de Peter lorsqu'on lui a demandé était celui de sa propre tante May. Lorsque MJ qualifie Peter de voisin sympathique, l'allusion au surnom classique du tisseur, l'araignée sympathique du quartier, devrait sauter aux yeux de la plupart des gens. MJ révèle à Ned qu'elle a refusé un poste au sein de ce qu'elle considère comme une entreprise sans âme. Bien que l'identité de cette entreprise ne soit jamais précisée, ne pourrait-il pas s'agir d'une mise en place subtile pour l'arrivée d'Oscorp dans le MCU ? Bien qu'elle ne se souvienne pas de Peter, on voit MJ porter le collier avec un pendentif en forme de dahlia noire qu'il lui avait offert lors de leur voyage à Venise, comme on a pu le constater dans Far From Home. Alors qu'il quitte la fête, peinant à accepter de ne pouvoir être auprès de ceux qu'il aime, des flashbacks dévoilent le premier baiser entre Peter et MJ à la fin de Far From Home. On voit aussi Peter, Ned et MJ convenir de vivre ensemble sur le toit du MIT au début de No Way Home. Enfin et surtout, les derniers flashbacks montrent MJ faisant promettre à Peter de les retrouver et de leur révéler son identité. Or, à la fin de No Way Home, Peter décide finalement de ne rien leur dire afin de les protéger. À la suite du stress et du traumatisme, Peter sombre dans le coma et se réveille dans un cocon de toile suspendu au-dessus d'une ruelle. Cela rappelle le cocon dont Peter Parker émergeait dans l'arc narratif des comics intitulé L'Autre, où Spider-Man devait également composer avec des pouvoirs accrus en pleine mutation et des instincts arachnéens en évolution. Peinant à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, Peter Parker chute lourdement dans la ruelle en contrebas, une scène qui rappelle celle où le Spider-Man de Tobey Maguire tentait de réactiver ses pouvoirs dans Spider-Man 2, pour finalement tomber sur la chaussée. Dans la ruelle, on peut apercevoir une affiche déchirée datant de l'ancienne campagne électorale de Wilson Fisk. Cet élément fait le lien avec les événements de Daredevil Born Again et s'inscrit parfaitement dans la continuité de la référence à Spider-Man faite par le Caïd lui-même lors de la première saison de la série. Spider-Man fait référence à Peter 2 et au fait que le Spider-Man de Tobey Maguire produisait de la toile organique. Il devrait donc s'en sortir aussi. Le fait que le Spider-Man de Holland tende la main ouverte en ordonnant à ses nouvelles toiles de jaillir est sans doute une référence intentionnelle à Tobey Maguire lorsqu'il découvrait ses propres toiles dans le premier film de Sam Raimi. On voit Bruce Banner enseigner la physique quantique à l'Empire State University, plus précisément la chromodynamique, ainsi que les concepts d'espace et de temps. Après les événements de Endgame, Banner est indubitablement devenu un expert en la matière. L'une des étudiantes de Banner soulève l'argument classique selon lequel Thanos aurait pu simplement utiliser les pierres d'infinité pour créer davantage de ressources, plutôt que d'anéantir la moitié de toute forme de vie. C'est assez amusant de voir des civils, au sein même de l'univers du film, se poser la même question. Bruce Banner montre à Peter le dispositif inhibiteur qui lui permet de rester humain, le même appareil déjà aperçu dans Shang-Chi et She-Hulk. Il porte également le numéro de série ASM 14.
une référence à la première rencontre entre Hulk et Spider-Man dans les comics, au sein du numéro 14 de The Amazing Spider-Man. Les réflexions de Banner qui s'interrogent sur ce qui, dans la nature, est bon ou mauvais et sur la nécessité d'exprimer toutes ces facettes peuvent aisément s'appliquer à l'émergence imminente du gène X et à ce qui sera vraisemblablement la prochaine étape de l'évolution humaine, avec l'arrivée d'un nouveau film X-Men au sein du MCU. On voit Peter porter un t-shirt de Delmar Deli, l'épicerie qu'il a fréquentée dans le Queens et qui apparaît dans les 3 films de la trilogie Homme de Spider-Man. Il conçoit son propre inhibiteur pour bloquer ce qu'il considère comme les aspects négatifs de sa nouvelle mutation. Rappelons à ce titre que Spider-Man a de l'expérience en la matière, puisqu'il a créé un modèle fonctionnel pour Otto Octavius dans No Way Home. Jean Grey réalise que l'araignée est en train d'engloutir l'homme, une référence explicite à la lutte similaire que menait Peter Parker dans l'arc narratif L'autre des comics. L'image de Spider-Man s'agrippant à un hélicoptère tout en lançant une toile vers une grue rappelle inévitablement l'une des premières bandes annonces du film original avec Tobey Maguire. On y voyait le héros retenir de la même manière un hélicoptère entre les tours jumelles, bien que ce spot promotionnel ait été retiré des salles à la suite des attentats du 11 septembre. Non seulement une coupure de presse concernant le Night Monkey figurait sur le tableau de Ned, mais MJ évoque également l'alias de Peter, le singe de la nuit, issu de Far From Home, ainsi que le temps qu'ils ont passé en Europe. Après que Jean a relâché son emprise sur MJ, celle-ci chute du toit. Heureusement, Peter utilise 2 toiles pour la rattraper sans encombre, tout comme le Spider-Man d'Andrew Garfield dans No Way Home, rachetant ainsi son échec à sauver Gwen dans The Amazing Spider-Man 2. Lorsque Peter emmène MJ chez Frank pour la mettre en sécurité, elle a peur de se balancer dans les airs avec lui, comme cela a toujours été le cas. MJ découvre des photos de la famille de Frank dans un placard où il vit. Il s'agit des mêmes acteurs que ceux vus dans le récent épisode spécial consacré au Punisher, ainsi que dans la série originale Netflix. Jean prend le contrôle de Hulk pour s'introduire dans le bâtiment du Damage Control. Il apparaît d'abord sous la forme de Smart Hulk, cette fusion de Hulk et de Banner apparue pour la première fois dans Endgame. Dans l'un des laboratoires, le Punisher découvre ce qui pourrait être une tête de Chitauri, conservée dans un bocal en verre et en cours d'examen par des agents du Damage Control. Banner annonce que l'autre va faire surface et qu'il ne peut pas le contrôler, le nom que Banner a donné au Hulk, entendu pour la première fois dans le film Avengers de 2012. A l'inverse, pas de Banner, seulement Hulk, et la réplique emblématique de Hulk dans les précédents films du MCU. Elle confirme le retour du Hulk sauvage classique que l'on n'avait pas vu depuis Infinity War. Hulk utilise son emblématique coup de tonnerre pour balayer toutes les étoiles de Spider-Man qui le ralentissaient dans un couloir, un moment qui incarne parfaitement l'esprit du MCU, suivi d'un plan épique au ralenti montrant Hulk, Spider-Man et le Punisher en plein affrontement. Le Damage Control travaillait sur un gantelet électrifié récupéré auprès du Shocker, une arme apparue à l'origine dans Civil War et Spider-Man Homecoming. Elle s'avère extrêmement utile pour Spider-Man lorsqu'il affronte Hulk. Toujours sous la forme de Hulk, Banner reconnaît Peter. Cela suffit à le faire hésiter au point qu'il chute du bâtiment. Un hommage subtil au fait que Hulk se souvenait de Peter alors même que le reste du monde avait oublié son identité secrète dans les comics. Encore plus de Lego Star Wars avec Spider-Man et Ned qui construisent un X-Wing ensemble. Ned donne une explication parfaitement fidèle aux comics sur le fonctionnement des lance-toiles de Spider-Man, tant dans le MCU que dans les bandes dessinées. Ned et Peter s'amusent à se renvoyer des répliques de la scène d'ouverture entre Frodon et Gandalf dans la communauté de l'anneau. Un échange d'autant plus drôle si l'on considère la participation de Sir Ian McKellen dans Avengers Doomsday. Le dessin de MJ représentant Ned et Peter assis ensemble est incroyablement touchant. Il fait également écho au moment où, dans Homecoming, elle avait choisi de rester en retenue pour pouvoir dessiner des personnes en situation de détresse. Dans les comics, le vert et le jaune sont les couleurs classiques et les plus fréquentes du costume de Jean. Dans Brand New Day, Jean Grey portait du vert, tandis que sa sœur Sarah portait du jaune, accompagnée d'un chouchou vert et jaune. Lorsqu'elle tente de la sauver dans le présent, Jean apparaît vêtue de ces deux couleurs. Metzger attribue à Spider-Man un rôle dans la création de l'inhibiteur universel, suggérant que le Peter Parker du MCU pourrait avoir créé par inadvertance le prototype de l'une des plus redoutables armes anti-mutants des comics. Le fait que le Damage Control tente d'enregistrer les ondes cérébrales télépathiques de Jean et qu'elle débloque de nouveaux pouvoirs comme la télékinésie rappelle fortement Stranger Things et les expériences menées sur le personnage de 11. L'éveil de la télékinésie est l'extension de son rayon d'action, une évolution des pouvoirs de Jean déclenchée par un stress et un traumatisme intense s'inscrivent parfaitement dans la logique des comics, où de telles situations constituent le scénario le plus courant pour libérer tout le potentiel du gène X d'un mutant. Lorsque Spider-Man retire son inhibiteur et accepte pleinement les deux facettes de sa personnalité, la scène où il esquive un shuriken au ralenti, en le regardant passer, dégage la même énergie que celle où Tobey Maguire esquive le coup de poing au ralenti de Flash Thompson dans le premier film de la saga de Sam Raimi.
Si Spider-Man existait vraiment, qu'il était aimé du public et se retrouvait à l'hôpital, on ne peut qu'espérer que l'Empire State Building s'illuminerait aux couleurs du héros, comme à la fin de Brand New Day. Après toutes les critiques qu'il a adressées à Daredevil et à Spider-Man dans le MCU au sujet de leurs costumes et de leurs masques, le Punisher finit lui aussi par remporter un, et on se doute bien qu'il y prend du plaisir. Peter se rend sur la tombe de Tante May et promet de ne plus vivre dans l'isolement et la solitude. Espérons que cela signifie qu'il continuera à renouer avec Ned et MJ, et peut-être même à collaborer avec d'autres héros comme les New Avengers à l'avenir. Sur le long terme, cela pourrait même impliquer de devenir le mentor de quelqu'un. On voit Jean dans un bus en route vers le nord de l'État. Pourrait-elle se retrouver dans le Westchester, là où se trouve l'école de Xavier dans les comics? Lors d'une conversation téléphonique avec la détective de Wolf, Spider-Man mentionne qu'il souffre encore un peu du dos. Pour les connaisseurs de l'histoire de la franchise originale avec Tobey Maguire, l'acteur s'était effectivement blessé au dos avant un tournage, ce qui a failli entraîner son remplacement. Cette mésaventure a donné lieu à un clin d'œil à cette blessure, aussi bien dans le film lui-même que dans No Way Home. Cela étant dit, il serait assez amusant que le Spider-Man de Tom Holland rencontre lui aussi, désormais, quelques légers problèmes de dos. Fruit apparent d'une pure mémoire musculaire, Brand New Day se termine sur la poignée de main emblématique de Peter et Ned, apparue pour la première fois dans Spider-Man Homecoming. Dans la scène post-générique, l'application de repérage de Ned indique que Spider-Man ne se retrouve pas sur Terre, mais dans l'espace. Il est donc possible qu'il soit sur une autre Terre et que l'application détecte un autre New York et ou un autre Spider-Man sur une Terre en passe d'entrer en collision avec la réalité principale lors d'une incursion massive, comme le laisse présager Doomsday. Quoi qu'il en soit, cette scène post-générique promet bel et bien le retour de Spider-Man. La nouvelle IA de Peter, baptisée Evie, est doublée par l'actrice Naomi Watts, l'une des toutes premières partenaires de jeu de Tom Holland dans le film qu'il a révélé, The Impossible. Pat Kiernan est un présenteur de journal télévisé récurrent au sein du MCU depuis des années, étant apparu à de multiples reprises, tant sur grand que sur petit écran. Après avoir été la principale collaboratrice du maire Fisk lors des 2 premières saisons de Daredevil Born Again, Sheila Rivera apparaît en tant que nouvelle maire de New York, remettant la clé de la ville à Spider-Man, ce qui confirme que les événements de Brand New Day se déroulent après l'exil de Fisk et l'incarcération de Daredevil. Malgré sa mort dans No Way Home, Marissa Tomei fait son retour grâce à une scène de flashback cruciale se déroulant après Spider-Man Homecoming, mais avant Infinity War. Elle explique à Peter ainsi qu'à Jean, qui revit ce souvenir, que leur responsabilité la plus profonde est de se rappeler que ceux qui les aiment ne le font pas parce qu'ils sont spéciaux, mais pour ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Des paroles d'une grande sagesse qui aideront aussi bien Peter que Jean Grey. Yelena Belova a droit à quelques scènes amusantes où elle opère depuis son bureau, prête main forte à Spider-Man et fournit des informations cruciales sur le Damage Control. Une photo de l'ancien professeur de Peter Parker figure sur les panneaux de Ned comme une identité secrète potentielle pour Spider-Man, ce qui est objectivement hilarant. De même, la photo de Flash Thompson figure sur le tableau de Ned pour la même raison. Le célèbre acteur vocal Keith Davis assure la narration du documentaire animalier sur les araignées que Peter regarde brièvement alors qu'il tente de comprendre ses pouvoirs naissants. Sarah Gray fait ses débuts via des flashbacks. Sœur de Jean, elle était une télépathe moins puissante au sein du MCU avant de trouver la mort d'une expérience menée sur elle. Dans les comics, Sarah n'était pas une mutante, bien que le scénariste Chris Claremont ait un temps envisagé d'en faire une remplaçante de Jean dotée de pouvoirs liés à cérébraux. Les meilleures références méritent une section à part entière, tant le nouveau film du MCU regorge de reconstitutions impressionnantes de couvertures de comics et de planches emblématiques. Spider-Man portant un voyou et un hommage à Amazing Fantasy numéro 15, la première apparition de Spider-Man. Un hommage à la couverture de Spider-Man Adventures numéro 2 figure également dans le film. Marvin Jones 3 incarne Tombstone, le temps d'une brève séquence recréant la couverture de Spectacular Spider-Man numéro 142, où il tient Spider-Man par le cou dans les airs. Une reconstitution parfaitement mise en scène de la couverture de The Spectacular Spider-Man numéro 1, mettant en vedette Peter Parker. Puis une autre couverture, celle de The Amazing Spider-Man numéro 221. Il y a aussi Amazing Spider-Man numéro 345. Il y a aussi un moment apparemment inspiré de New Avenger numéro 27, bien que la couverture originale montre Elektra à la tête d'une horde de ninjas de la main, prêt à attaquer Ronin. La scène où le Punisher transporte Spider-Man jusqu'à l'hôpital reproduit une planche de Civil War numéro 5, dans laquelle le Punisher a porté le corps malmené de Spider-Man à Captain America et à ses troupes après que ce dernier avait fait défection, quittant le camp d'Iron Man. Comme l'a confirmé Tom Holland, plusieurs mouvements et chorégraphies de combat s'inspirent des jeux Spider-Man d'Insomniac, et le film intègre également divers clins d'œil amusants. Parmi les moments clés apparemment inspirés par les jeux, on peut citer neutralisation depuis le toit. Au début du film, Spider-Man fait tomber un individu d'un toit avant de le plaquer contre la façade à l'aide de sa toile, tout comme dans les jeux, veillant ainsi à ne pas le tuer. L'application de Ned pour localiser Spider-Man ressemble beaucoup à celle baptisée Friendly Neighborhood Spider-Man, créée par Genke, le meilleur ami de Miles Morales, dans les jeux, qui permet aux citoyens
de signaler des crimes et de demander de l'aide aux super-héros. Le combat de Spider-Man contre les agents du Damage Control semble s'inspirer de plusieurs mouvements et techniques de neutralisation emblématiques des jeux. C'est notamment le cas de la manœuvre où Spider-Man se propulse vers un ennemi grâce à sa toile avant d'effectuer un salto au-dessus de lui pour en affronter un autre. Lors de son second affrontement avec Scorpion, Spider-Man s'élance dans les airs, projette sa toile vers le sol et se propulse vers le bas pour asséner une puissante frappe au sol, un mouvement classique des jeux Insomniac. 2 des grenades à toile de Peter explosent au cours du film, on l'avait d'ailleurs vu en manipuler une dans Spider-Man Homecoming. Toutefois, les joueurs incarnant le Spider-Man d'Insomniac ont certainement utilisé ces grenades bien plus fréquemment, comme gadget essentiel lors des combats. Plutôt que d'affronter l'un des gardes du Damage Control au corps à corps, Spider-Man le projette rapidement contre un mur voisin à l'aide de sa toile. C'est l'une des méthodes les plus simples pour réduire le nombre d'adversaires lorsqu'on affronte plusieurs simultanément dans les jeux Insomniac. Bien qu'il existe un mouvement similaire dans les jeux d'Insomniac, l'attaque à la toile à 360 degrés que Spider-Man utilise contre la main à la fin du film rappelle également de façon frappante la capacité ultime spectaculaire spin du personnage dans Marvel Rivals. Et là, si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, tu te dis, mon Dieu, il y en avait quand même beaucoup. Et tu as bien raison, il y en avait beaucoup. Mais peut-être que j'en ai zappé quelques-uns, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.